Voilà, donc je suis Raphaël Corr, donc je suis chef de clinique à Tarnier et je vous présente donc mon sujet de thèse que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là, en octobre 2015, sur une population de la maison des ados où j'étais interne pendant un an. Donc l'intitulé de ma thèse c'était les hypothèses étiologiques d'adolescents présentant un refus scolaire anxieux, une étude qualitative, voilà, où Marie-Rose Moreau était la présidente et Jordan Simeoni, un des anciens chefs de clinique de la maison des ados, qui était mon directeur de thèse. Hop. Donc voilà, donc le plan c'était rapidement quel était l'état de la question, présenter ensuite l'étude, discuter un petit peu de l'étude et une conclusion. Donc l'état de la question, l'idée c'était de se dire que le refus scolaire anxieux était un problème de santé publique qui est fréquent, bien qu'on n'ait pas de chiffres précis, mais ce qu'on sait c'est que dans la littérature on retrouve qu'il y a 2 à 5% d'absentéisme scolaire chez les enfants en âge scolaire et qu'en grande partie c'est en lien avec des problèmes psychiatriques ou psychologiques et que dans les répercussions, il y avait beaucoup de répercussions, qu'elles soient personnelles, familiales, sociétales ou économiques. Notamment les répercussions scolaires sont importantes puisque le retour en cours se fait dans seulement 30 à 40% des adolescents. Donc face à l'absence de chiffres précis en lien, qui est surtout en lien avec le flou nosographique aussi, puisque le refus scolaire anxieux peut s'appeler aussi phobie scolaire, en tout cas avant. Donc du coup, ça aide pas à avoir des chiffres précis. Donc, cela dit, malgré ce champ sémiologique, on peut retenir quand même 4 critères principaux, qui sont qu'il y a un continuum entre des difficultés à assister aux cours et un absentéisme scolaire complet, une réaction émotionnelle vive, avec des manifestations somatiques et physiques, que l'absentéisme est connu des parents et que, en fait, il y a absence de comportements antisociaux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'école buissonnière, tout simplement. Donc, compte tenu de cet enjeu de santé publique et du flou nosographique, on s'est dit que c'était un sujet d'étude parfait pour la recherche qualitative. Donc, les méthodes qualitatives, elles se fondent sur la collection, la description, l'analyse et l'interprétation de données verbales non chiffrées. Elles visent à décrire, comprendre, approfondir les phénomènes étudiés afin de faire émerger des théories ou des hypothèses nouvelles. Elles s'inscrivent dans un paradigme différent que les méthodes quantitatives, et du coup c'est le paradigme du constructivisme. Donc la connaissance des phénomènes résulte d'une construction effectuée par le sujet. Du coup, la réalité est co-construite dans une relation d'interdépendance permanente entre le sujet, l'objet et le monde. Donc, au niveau méthodologique, c'est une démarche inductive. Donc, l'idée est de commencer sans hypothèse initiale pour déduire des lois de l'observation d'un fait particulier. Donc, dans le cadre des recherches en psychiatrie, en fait, il vaut mieux limiter au maximum la revue de littérature. L'échantillonnage est théorique, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini à l'avance, il va dépendre du recueil des données, de l'analyse et des hypothèses émergentes. Il s'arrête lorsqu'il y a une saturation des données. Donc, le recueil des données s'appelle l'enquête. Ensuite, on va analyser ces résultats. Les critères de validité, du coup, sont différents de ceux des méthodes quantitatives, et donc les résultats sont spécifiques d'une co-construction d'une interaction donnée. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est de détailler au maximum quelle est cette interaction. Et c'est là où on va pouvoir évaluer justement si cette analyse est juste ou pas. Donc du coup, la puissance en fait aussi de la recherche va dépendre aussi de la nouveauté des résultats qui vont être observés. Donc du coup, compte tenu que le refus scolaire anxieux était un champ propice des études qualitatives, nous sommes intéressés à ce qui avait déjà été fait. Donc on a fait une petite revue de la littérature qui était... du coup, je vais aller un peu trop vite. Détaillée, et donc la généralisabilité va dépendre de la qualité de la description méthodologique, de la rigueur et de la prudence des interprétations, et ensuite la puissance des résultats obtenus. Donc on a fait une revue de littérature, et en fait on a retrouvé 3 études antérieures, et une 4e qui était une étude préliminaire qui avait été réalisée dans le service du professeur Moreau, qui a été
réalisé par Dewey Bussard, qui s'appelait « Le vécu parental du refus scolaire anxieux à l'adolescence » et qui venait d'être publié dans la revue Soins, Pédiatrie et Puériculture. Et du coup, elle s'était posée, donc elle avait interrogé lors d'un entretien de 5 minutes des parents sur leur vécu par rapport au refus scolaire anxieux, en fait en leur disant vous avez 5 minutes, donnez-moi votre vécu. Et elle, du coup, c'était vraiment un entretien libre. Et parmi les nombreux résultats qu'elle a trouvés, il y avait la question de l'origine des troubles qui se posait quand même pour 20 parents sur 24. Donc on s'est dit quand même que c'était une question importante. C'était une drôle de façon de faire. Elle avait utilisé un questionnaire un peu déjà tout fait. Le 5 minutes, je sais pas quoi, ou en effet... Et donc du coup, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que, en plus, dans ces 4 études-là, en fait, les adolescents, on n'avait pas vraiment demandé d'avis des adolescents. Il y avait une étude, je crois que c'était l'avis d'infirmières scolaires, des choses comme ça. Donc, du coup, nous, on s'était dit, si on demandait directement aux adolescents quelles étaient pour eux les origines de leurs difficultés. Et aucune étude chez les ados. Il y en a une où je crois que c'était des parents et des ados. Mais des ados seuls, non, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, comme on recherchait un lien de causalité, et puis au cours de la recherche, en fait, on s'était dit que utiliser la branche recherche narrative, tiens, salut, pouvait être intéressante. Donc, du coup, la recherche narrative, c'est analyser les événements à travers un récit. Et donc un récit se définit comme une interprétation organisée d'une séquence d'événements. Il permet de déduire du coup des liens de causalité entre les événements. Bon, c'est une présentation rapide de la recherche narrative. Donc l'étude en soi, donc c'était les hypothèses étiologiques d'adolescents présentant un refus scolaire anxieux, une étude qualitative. Donc les objectifs étaient d'investiguer par une méthode qualitative narrative les hypothèses étiologiques d'adolescents présentant un refus scolaire anxieux. Les participants et méthodes, c'était une étude exploratoire unicentrique. Les critères d'inclusion étaient des ados de 12 à 18 ans, pris en charge pour refus scolaire anxieux, parlant français. C'était des entretiens semi-structurés avec lesquels on s'était aidé d'une grille d'entretien qu'on avait déjà établie au préalable en groupe. Donc on a enregistré. Est-ce que c'était prise en charge ? Oui. Une petite précision. Ça va être. Prise en charge. Oui, je vais le décrire juste après, mais en gros, c'était sur 7 ados, il y en a 6 qui sont pris en charge à l'hôpital de jour et un qui a été vu dans le cadre d'une hospitalisation de temps plein. Ok. Donc on a fait les enregistrements, puis on a retranscrit les entretiens, et j'ai essayé de faire une analyse qualitative aidée du logiciel NVivo 10, qui, si on a le temps, je vous présenterai. Et on a fait une triangulation des chercheurs avec Jordan. Donc les résultats, on a recruté 7 ados, 5 garçons, 2 filles, âgés de 14 à 18 ans, qui étaient déscolarisés entre 8 mois et 44 mois. Donc 6 étaient à l'hôpital de jour et 1 était hospitalisé en temps plein à ce moment-là. Et donc du coup, le résultat un peu qu'on a trouvé, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un processus dynamique qui se déroulait en 3 temps. Le premier, on l'a appelé les facteurs préexistants à la déscolarisation. Le deuxième, le processus de déscolarisation. Et le troisième temps était le choix de rester déscolarisé. Donc les facteurs préexistants à la déscolarisation, donc c'était le souvenir de difficultés antérieures. Ensuite, il y avait les facteurs relationnels, que ce soit avec les pairs, le milieu scolaire ou la famille. Dans le processus de déscolarisation, il y avait la survenue de symptômes physiques et de stress, un état de mal-être flou, puis il y avait le fait de ne plus aller en cours. Donc du coup, il y avait la temporalité, c'est-à-dire comment s'est installée la déscolarisation, l'incompréhension face aux problèmes rencontrés, le lien fait entre les symptômes et le milieu scolaire, et enfin, ils décrivaient un blocage plus fort que leur volonté. Ensuite, c'était donc la question de la gestion de l'entourage avec les parents, les pairs et le milieu scolaire. Enfin, le troisième temps, le choix de rester déscolarisé. Donc on a appelé les sous-catégories de l'épuisement à la décision d'arrêter la scolarité.
suivi du soulagement initial à la déprime. Et le troisième, la place des soins face à la déscolarisation. Donc cette diapo-là résume tous les temps et les sous-items. Et ensuite, je vais vous illustrer par quelques sous-thèmes. Donc le sous-thème, le souvenir de difficultés antérieures, j'avais choisi ce que disait une des participantes. Je me rappelle que fin 5e, déjà il y avait une semaine ou deux où c'était compliqué pour moi d'y aller. Ensuite, par rapport au facteur relationnel avec la famille, c'était un résultat en négatif où les participants ne rapportent pas de difficultés avec leurs parents avant la déscolarisation. Et donc du coup, ce garçon qui disait « Avec mes parents, ça va, au niveau relation, ça va ». Sur le lien fait entre les symptômes et le milieu scolaire, voilà, un des participants disait « Je pensais à l'école, j'avais mal au ventre ». Et ensuite, sur le blocage plus fort que leur volonté, donc ils décrivent une volonté de maintenir la scolarité, mais ils en sont incapables. Et donc cet adolescent qui parlait du trajet pour aller en cours, il disait malgré que l'on soit devant finalement l'établissement scolaire, que l'on peut rentrer, on ne peut pas en fait. Sur donc, le choix de rester déscolarisé, de l'épuisement à la décision d'arrêter la scolarité, donc, voilà, il disait, du coup c'est moi, j'ai fait la démarche, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice pour lui dire que je prenais, que j'arrêtais quoi. Cette année j'arrête et je me désinscris même pour l'année. Vraiment je me suis dit ça sert à rien d'essayer encore un emploi du temps aménagé. Donc là c'est vraiment un verbatim où il exprime clairement le fait que à un moment la décision d'arrêter d'aller en cours venait de lui. Après on en discutera juste après. Donc dans la discussion, donc c'était sur la chronologie du récit. Donc nous on a repéré un processus dynamique où chaque temps est lui-même finalement organisé un peu comme un récit avec un début, une intrigue, une fin. Et du coup on s'est dit que chaque temps qu'on a repéré mériterait d'être exploré en lui-même en fait. Ensuite il y avait la question de la place de la famille avec ce résultat en négatif, ce qui semble contradictoire avec notre intuition clinique. Et que finalement, ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, du coup je me suis intéressé, et quand même dans la majorité, la littérature dit qu'il y a des problèmes familiaux, même s'il y a quand même quelques articles qui disent que ça peut être indépendant de problèmes familiaux. Après, moi, ce que je me dis quand même, c'est que quoi qu'il en soit, de toute façon, on est avec des adolescents, s'intéresser à la dynamique familiale, c'est important, ne serait-ce que pour la prise en charge de l'adolescent. Voilà, après, moi du coup, dans les réflexions qu'on avait avec Jordan, moi je me posais quand même la question sur finalement, est-ce que le refus scolaire anxieux, ça serait finalement pas plus un syndrome qu'une maladie en soi? Quelle différence tu fais? Dans le sens où finalement, ce qu'on repérait avec Jordan, c'est que ces adolescents-là, il y avait quand même d'autres diagnostics en fait, qu'on pourrait poser, surtout de troubles de personnalité derrière, en émergence, et qu'ils se manifestent à ce moment-là sur le scolaire par le refus scolaire anxieux, et finalement un peu tous de la même façon, alors qu'il y a des processus derrière qui sont différents. Et donc, du coup, l'idée de se dire que finalement, c'est pas la même maladie, mais ça se manifeste de la même façon par le même syndrome. C'est une anthropologique. Après, il y avait la question du choix, qui est quand même assez forte, qu'on n'avait pas non plus trop, qui intuitivement nous apparaissait pas. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'ils se posent vraiment ce choix-là? Est-ce que finalement, de par la maladie, ils sont pas amenés à se poser ce choix? Mais ce qui est important de se dire, c'est que en tout cas, c'est relaté comme leur vécu, qu'ils ont choisi un moment. Certains, en tout cas, on relate comme ils ont choisi d'arrêter la scolarité, et du coup, c'est aussi un moment où ils se montrent actifs par rapport à leurs difficultés. Et donc, et en plus, ça nous semblait être un moment charnière dans la pathologie, avec quand même, à partir du moment où ils prennent la décision d'essayer d'arrêter d'essayer de retourner en cours, c'est aussi un moment de chronicisation. Donc les limites ensuite de l'étude, c'est que on avait un sexe ratio qui n'est pas le même que dans la littérature. Dans la littérature, c'est 1 pour 1. On avait
2 filles pour 5 garçons, mais on n'a pas retrouvé de différence dans leur discours. On avait aussi un petit échantillon, donc c'est pas aussi la même chose que quand on regarde des grosses études de littérature. Après, ce que moi je trouvais quand même intéressant, c'est que la question du projet de vie n'était pas du tout, je sais pas le mot, mais parlé, discuté, abordé par les adolescents. Ils nous racontent en effet là, et voilà, ça s'arrête à partir du moment où ils ont décidé d'arrêter d'essayer d'aller en cours, à partir du moment où ils se dépriment et qu'ils vont vers des soins, mais quid du reste, en tout cas dans les entretiens, c'est pas du tout ce qui émergeait. Donc, tu leur posais la question, oui, j'ai essayé de leur demander, quels sont tes projets, comment tu vois les choses. C'était assez vite balayé. Donc finalement, est-ce que ça serait pas un 4e temps qui manquerait, qui viendrait en négatif, qu'il faudrait peut-être explorer. Après, dans les limites, bien sûr, c'est la spécificité de notre échantillon, mais en même temps, c'est pas une limite puisqu'on est dans du qualitatif et qu'on a détaillé quelle était notre population. Mais en tout cas, ça va bien sûr limiter la généralisabilité des résultats. Donc, en conclusion, dans cet échantillon d'adolescents présentant un refus scolaire anxieux depuis plus de 6 mois, il y a une installation de la déscolarisation en 3 temps, et on peut se dire qu'une intervention thérapeutique ciblée pourrait être mise en place pour chacun de ces 3 temps, finalement. Voilà, après des généralités sur la nécessité de poursuivre les études sur un échantillon différent. Et voilà, après, c'était la richesse de la méthodologie qualitative avec l'émergence de résultats innovants, et que finalement, on était parti de la question d'une recherche étiologique, et que voilà, moi, je m'amenais à me poser plutôt des questions nosographiques. Voilà. C'est bien, c'est intéressant. Tu as un autre truc que tu voulais présenter ou pas? Oui, non, mais après, c'est un petit truc. Hein. J'ai plein de... Peut-être qu'on peut discuter, voilà, on peut déjà discuter de ça. Et si on a un peu de temps, on peut plus des aspects méthodologiques. Peut-être que tu peux rester. Ouais, c'est bon. On va te remettre en grand. Remettez-moi. Maître. Bon, c'est très C'est intéressant. bon, je suis remis. Ouais, Ça y est. c'est bon. Déjà, je suis étonné, et c'est en même temps très intéressant, de la chronologie que vous avez fait finalement. Ouais. Tu as vraiment quelque chose de... Quand je t'écoutais, j'avais vraiment l'impression que la disposition, c'était quelque chose d'aigu finalement. Qu'il y avait des choses qui venaient avant, qu'il y avait le moment de la déscolarisation, et puis... En tout cas, bien sûr, parce que c'est ce que moi j'ai fait. Ouais. En tout cas, l'idée de présenter des résultats comme ça, c'est en effet, ça reflète moi la façon dont j'ai ressenti les choses à travers leur entretien. Sur en effet, il y a des difficultés avant. Il y a un moment où ils vont se déscolariser, et ensuite il y a un autre moment où en effet ils s'épuisent à essayer d'y retourner, et là on rentre dans une pathologie plus chronique. Mais en tout cas, oui, et c'est assez bizarre parce qu'en effet, il y a plusieurs processus de déscolarisation. Mais finalement, eux, ils se focalisent que sur celui qui a amené à finalement, je suis vraiment déscolarisé. Ouais. C'est curieux parce qu'après, j'aurais un a priori différent. Je vais penser qu'ils avaient un vécu davantage de progression, parce que très souvent, quand la déscolarisation, ça commence très tôt. On voit très tôt des absences, des maux de ventre, des machins. Il y a beaucoup de symptômes qui font rater l'école jusqu'à un moment donné où ça s'arrête complètement, et d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais complètement, rarement complètement d'un coup. En général, ils s'arrêtent pendant un mois, puis ils tentent d'y retourner une demi-journée, puis ils n'y arrivent pas. Mais en fait, eux, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, tout ce qui va être antérieur, ils vont le minimiser comme quoi, oui, ils ont eu quelques difficultés, mais c'était une semaine, deux, c'était pas grand-chose. Et ils détaillent ensuite, dans ce que tu décris, en effet, la déscolarisation n'est pas définitive, mais ils décrivent qu'il y a un moment où finalement ils sont rentrés dedans, et même si après ça va être suivi de périodes de déscolarisation, enfin de tentatives et d'échecs, il y a un moment qui est décrit comme un moment clé, un moment T, qui a déterminé le fait qu'ils rentraient dans ce processus-là, et c'est décrit comme quelque chose de début. C'est bizarre. Un côté un petit peu dramatique finalement, au sens ça fait ça. Et d'accord. Et est-ce que tu penses que ça peut être un peu lié à quand même ta méthode, la façon dont tu as envisagé les choses a priori avec les méthodes narratives?
En fait, j'aurais des questions là-dessus. par rapport à ça, finalement, à l'origine, on n'était pas vraiment parti sur du narratif. C'est un peu rattrapé au vent avec le narratif. L'idée, c'était plutôt de faire du PA au début. Du coup, j'ai dû faire 3-4 entretiens que j'avais du coup analysés. Et vraiment, en analysant, j'arrivais sur ce processus dynamique-là. Du coup, après, c'est Jordan qui m'a dit bon, on va tous rattacher sur du narratif. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il fait vraiment du narratif. Après, j'ai regardé un peu ce qu'était le narratif pour voir. Mais à l'origine, moi, c'était j'ai mes entretiens, j'ai essayé de coder des systèmes. Et ensuite, j'ai essayé de faire des systèmes et tout ça. Mais du coup, j'y voyais une temporalité. Et c'est curieux parce que. Mais tu peux préciser comment finalement, est-ce que tu pourrais juste préciser comment finalement cette partie plus narrative est venue un peu dans un deuxième temps s'insérer sur l'IPA? Je n'ai pas très bien compris en pratique finalement comment ça s'est passé. En pratique, c'est Jordan qui m'a dit on laisse tomber en disant que c'est de l'IPA, on dit qu'on fait du narratif. Non mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors par faire du narratif, c'est quoi exactement? Enfin, comment tu pourrais un tout petit peu m'illustrer L'idée c'était de se dire que l'idée c'était que aussi qu'on recherchait quand même un processus de causalité et que le narratif, voilà, il y a aussi cette idée-là de rechercher de la causalité et que on avait un processus dynamique avec un début, un milieu, une fin. Et du coup pour lui ça faisait finalement ce qu'on trouve dans la recherche narrative. Je suis pas sûr d'être. Mais c'était quoi concrètement? Vous avez fait quoi? Non, mais en fait, j'essaie de me représenter finalement en quoi ça consiste cette En tout cas, du coup, pour Jordan, ça consistait en présentant les résultats de manière chronologique. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Ce qu'on appelle la narrative inquiry ou la recherche narrative, elle va se centrer sur tout ce qui va être changement et processus de changement. Et le plus souvent, elle suppose différents entretiens dans le temps qui permettent de mettre en évidence le processus de changement. Après, là, c'est vrai que c'est un peu curieusement utilisé, puisque effectivement, c'est sur un entretien, mais sur une histoire passée, finalement. Tu leur demandes un petit peu de raconter un peu comment tout ça s'est fait. Quoi. Oui. L'idée, en fait, à l'origine de la grille, c'était de leur demander comment vous avez été déscolarisé. Ensuite, la deuxième partie, c'était comment tu vis les choses aujourd'hui. Et troisièmement, c'était plus explorer, quels étaient un peu leurs projets, comment ils vivaient les choses avec leurs proches. Et comment ils vivaient les soins. Alors, c'était ça notre grille. Mais au final, en partant de cette grille-là, à chaque fois, on retrouvait finalement le même récit. Enfin, un récit. Et donc, l'idée, c'était qu'on allait analyser en fait. Mais du coup, dans ta recherche narrative, finalement, tu vas coder, enfin non, sinon tu codes plus, enfin comment finalement tu arrives à tes résultats? Non, j'ai codé. En fait, après, il faudrait voir. Moi, je ne connais pas grand-chose en méthodologie, j'ai fait un peu dans ma sauce chapeautée par Jordan. En pratique, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai lu mes entretiens, je les ai codés, et ensuite, après, c'est plus la façon dont j'ai organisé les résultats, finalement. Et on a trouvé que nos résultats étaient sous la forme d'un récit et qu'en plus on allait les présenter sous la forme d'un récit, donc Jordan m'a dit ça c'est du narratif. Je pense que tu n'as pas tout à fait de la recherche narrative. Non, d'accord. Tu as plutôt présenté tes résultats de manière très narrative. Je pense que ce serait mieux que tu le dises comme ça. Parce qu'effectivement, tu risques si jamais tu la présentes à d'autres endroits, tu risques d'attirer les foudres de ceux qui font vraiment c'est vraiment des méthodes narratives qui vont se focaliser sur l'utilisation des temps, sur vraiment tout ce qui peut, des processus de changement qui est à l'œuvre dans les entretiens, qu'on constate dans la façon dont le discours est organisé, dont tu vois, il peut y avoir des temps, par exemple, des temps de l'entretien, même si tu fais sur un entretien, des temps d'entretien où tu vas avoir très peu de discours, et puis sur un autre point, tu vas avoir énormément de discours, des impressions de délitement du temps, où finalement un épisode qui va être très circonscrit dans le temps va te prendre des tonnes et des tonnes d'heures d'entretien parce que voilà, tu vois, c'est toutes ces impressions-là. Je pense que les études qu'on appelle narratives vont se centrer sur toutes ces choses-là. Après, c'est du codage de la même façon, mais on est plus sensible à certains aspects. Oui, mais en fait, je faisais un peu les thérapies, non pas les thérapies, mais les techniques narratives, je connais un tout petit peu parce que je travaillais avec une prof de McGill qui
qui a fait un peu de qualitatif et qui a fait en fait une formation technique narrative, c'est Columbia, à l'université de Columbia, ils le font. Et en fait, c'est un peu différent, c'est-à-dire c'est vraiment un travail sur la construction du récit. C'est ça le narrative, mais au sens anglo-saxon, narrative, ce qui veut dire plutôt qui est le récit en fait, pas narratif au sens de narrativité. Je connais un tout petit peu parce que finalement, moi je m'étais pris aussi les pieds un peu dans cette histoire-là, puisque quand j'avais fait mon M2, initialement il y avait Maurice Corcos qui voulait que je travaille sur la narrativité. Et du coup, je me suis renseigné sur ce que c'était que la narrativité, et finalement j'ai rencontré Anna Valévi et on a fini par faire du qualitatif. Donc c'est rigolo parce qu'on a fait du coup un cheminement qui était un tout petit peu inverse du tien. On est parti finalement d'une question sur ce que c'était que la construction du récit, la manière dont on pouvait se raconter dans le temps, et puis par la suite on a fait du qualitatif, alors que j'ai l'impression là que tu es dans une démarche un tout petit peu inverse, qui est finalement de faire du qualitatif et effectivement de le présenter sous forme narrative, mais j'ai pas l'impression que ce soit une recherche narrative, en tout cas dans la représentation que moi je m'en faisais. Oui, c'est possible. Après, cela dit, juste, pour moi, le narratif fait partie du qualitatif, mais... Si tu veux. Mais oui, non, mais on est d'accord, je pense pas avoir fait une vraie recherche. Mais parce que du coup, tu parlais de in vivo, et du coup, justement, j'ai regardé un tout petit peu comment marche in vivo, et du coup, je vois mal comment en fait on peut faire du narratif sur un niveau, mais peut-être que je suis pas assez. Enfin, j'ai pas fait la formation de niveau, je suis un peu. Comment ça, Michel? T'as pas fait la formation? Bah, de toute façon, là, j'attends d'avoir les financements qu'on me la paye. Je vais allumer, si tu veux, j'allumerai une vivo et je vais te montrer ce que j'ai fait, mais je suis pas sûr que tu. Je suis pas sûr qu'il verra. Il y a un appel d'offres jusqu'au 10 février pour la Fondation de France pour. Non, mais c'est plus du soin là. Mais par contre, j'ai un autre appel d'offres, je te l'enverrai. Fais-moi y penser, je vais y penser. Il y a un appel d'offres de recherche où on peut peut-être soumettre des trucs. Moi, je vais soumettre un truc. C'est Fondation pour l'avenir, je crois. C'est des projets de recherche et je pense qu'ils sont ouverts aux sciences humaines. Je pense qu'on peut avoir des sous. Et la Fondation de France, c'est quoi? C'est sur... Non, c'est clinique. C'est sur favoriser l'accès aux soins et favoriser les dispositifs. C'est pas favoriser, mais améliorer les dispositifs de soins pour les adolescents vulnérables. Donc, tu vois, c'est plus du soin que de la recherche. Donc là, tu ne pourras pas trop te demander une formation comme niveau, ça ne passera pas. Ouais. Et si tu me payes le voyage à La Réunion, moi je fais une formation pour une vivo. Raphaël, on est d'accord. Très bien. Je veux bien. Très bien. Très bien. Sinon, est-ce que tu avais d'autres remarques? Moi j'avais une ouais. remarque quand même. Bah oui, vas-y. C'est vraiment la méthode. C'est que toujours cette question de temporalité, tu décris 3 temps et en même temps, ces ados-là, tu les décris comme dans une espèce d'atemporalité. Je ne sais pas si oui. tu as discuté un peu ça, parce que finalement, il y a un récit qui s'arrête au moment du choix, mais tout ce qui est fait. Tu vois, il y a une espèce de truc. Il y a tout en poste quand même, là, quand ils se déscolarisent. Bah justement, d'où l'idée un peu de. Celui-là, le moment dramatique, si tu veux, de l'histoire, c'est effectivement, il n'y a plus rien qui se passe après, quoi. Après, tout dépend sur quel plan tu te places pour dire qu'il ne se passe plus rien. En tout cas, sur le plan y compris de leur projection, puisque tu dis, ils ne se projettent plus du tout à la suite, quoi. Ouais. Ils sont dans une espèce d'atemporalité qui peut durer longtemps, quoi, mais finalement, à un moment qui se. Et puis en pratique, pour ces ados-là, dure longtemps, puisqu'ils sont à l'hôpital du jour depuis pas mal de temps et étaient déjà déscolarisés avant. Ouais. Sauf celui qui était en hôpital temps plein. Mais... Finalement, on est toujours dans le drame, si tu veux, ils se déscolarisent. Oui, mais du coup, c'est ce que j'ai essayé de dire par l'histoire d'un 4e temps, c'est qu'en effet, ils présentent les choses comme s'il y avait une fin, mais du coup, où est-ce qu'ils sont après cette fin-là? Puisque c'est pas une fin heureuse où il y a un dénouement et tout est réglé, non, c'est une fin où les choses sont actées, un peu comme s'ils avaient une étiquette de je suis un refus scolaire anxieux sur pattes, et qu'est-ce qu'on fait derrière? Et en effet, il n'y a pas ça.
Après, du coup, mais le truc, c'est que dans mes entretiens, j'ai pas de verbatim sur ça. Mais en tout cas, oui, c'est très. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, je pensais à les Bretons encore de. Mais qu'est-ce qui t'a fait le Ah, c'était. Comment t'as dit? C'était ouf. C'était ouf. C'était oufissime. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai tout perdu. Tu peux me redire ta dernière phrase? Merde. Là, je peux pas. T'as pas de verbatim, oui, ce que je voulais dire. Oui. T'as pas de verbatim. Je me dis que si tu voulais compléter ton étude, il faudrait interroger des ados qui vont mieux. Parce que T'en connais? finalement, eux, ils sont. Ouais, il y en a qui sont rescolarisés. Non, mais tu as des qui sont rescolarisés. Comment ils ont fait? Non, c'est pas toi, c'est Jamal qui avait présenté une étude sur justement le pourcentage de Oui. qui sont rescolarisés. Il y en a les 2 tiers à peu près qui sont rescolarisés d'une façon ou d'une autre. Non. NDA. Ouais, mais quand tu regardais les statistiques de Jamal, c'était pas top. Hein. C'est-à-dire que c'est 2 tiers où en fait c'était le projet était de les rescolariser, mais en pratique on savait pas derrière ce que ça donnait ou pas, si ça marchait ou pas. Ah oui, Juste comme ça, j'ai un patient que j'ai mis en post-cure le 22 décembre, je pars en vacances, je le revois aujourd'hui, alors ça s'est passé comment la post-cure? Ah bah je suis parti au bout de 3 heures. C'est un peu ça l'idée. Enfin, visiblement de ce que disait Jamal, c'est qu'il y en avait quand même beaucoup après qui étaient perdus de vue, où on n'avait plus du tout les données, et quand écoutait Jean-Pierre ou Aurélie, ils disaient oui, bon, on avait mis le projet de rescolarisation, mais on n'y croyait pas du tout. Donc, non, les résultats n'étaient pas si bons que ça. Hein. C'était en effet de ce qu'on disait dans une population générale, c'est 30 à 40% qui ne sont pas rescolarisés. Je pense qu'à la MDA, on est plus haut. Hein. Puisqu'on a un recrutement. Ouais, mais finalement, c'est compliqué de raconter une histoire quand tu es en plein dedans, si tu veux. Parce que c'est peut-être ça la limite de la présentation narrative, finalement. C'est que tu as une impression de rester sur ta faim, quoi. Tu vois qu'il manque quelque chose. Après, ce qu'on leur a demandé, c'est comment vous êtes déscolarisé. On leur a pas demandé comment vous comptez vous rescolariser. Enfin, tu vois aussi ce que je veux dire. C'est la fin aussi, c'était bah oui, bah voilà, comment je suis arrivé à ce statut-là de je ne suis plus scolarisé actuellement. C'est vrai que c'est aussi la limite de la. C'est un peu ce qu'on leur a demandé. Ouais. Peut-être que ça impose qu'on ait des techniques plus brèves de prise en charge, parce que finalement, ces ados-là, on considère qu'ils vont mal depuis longtemps, et eux ils te disent non, finalement, j'allais pas mal, j'ai mal brutalement. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des actions plus efficaces, directes, brèves, sur les jeunes qui se déscolarisent au moment de la déscolarisation? Du coup, oui, c'est ce que j'ai pas détaillé, mais quand je disais en effet des actions thérapeutiques sur 3 temps, en effet, le premier, ça serait peut-être un temps préventif de repérer ceux qui sont à risque, les surveiller de près, peut-être informer, voir des choses. Et en effet, et finalement, moi j'ai quand même l'impression que c'est ce qui est fait aussi dans ceux qui se déscolarisent en aigu. Il y a quand même pas mal de pédopsychiatres, de médecins ou de parents qui forcent un peu les ados ou les enfants à y retourner, et il y en a quand même pour qui ça marche. Après, nous, on a aussi le biais de recrutement de voir ceux qui ne marchent pas, et dans ce que je te disais, où pour eux, ça serait plus un syndrome, c'est qu'il y a aussi des problématiques familiales et sûrement des éléments de troubles de personnalité qui vont aller derrière plus tard. Je pense qu'il y a aussi ça, et je pense que du coup, nous, cette population-là, c'est celle du 3e temps, où du coup ils ont décidé finalement de ne plus essayer d'être rescolarisés, et en effet du coup il faut construire un projet de vie autre finalement. Enfin moi c'était la conclusion à laquelle j'en avais fini, où l'idée ça serait en effet finalement ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire que quand on les voit, on leur dit bah voilà, ils sont déscolarisés, on va pas réessayer une énième fois de les rescolariser tout de suite, il n'y a pas d'urgence, on va construire un projet au début qu'on vend comme un projet de rescolarisation, mais qui au final ne sera pas forcément le cas. C'est pour ça après aussi voilà, j'avais l'impression que du coup la population que j'avais, enfin les ados que j'avais, c'était des déscolarisés depuis plus de 6 mois, et je disais 6 mois pour dire un peu le critère chronicité dans le médical. Mais après voilà, ça vaut ce que ça vaut, je sais pas. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut. Tu ne vas pas faire une étude qui va représenter toutes les situations, c'est pas possible.
accessible, simplement ça permet de réfléchir. Et ton sentiment, c'est que dans la perception qu'ils ont de l'école, quels sont finalement les éléments qui, dans la manière dont ils perçoivent eux l'école, les freinent dans un retour à la scolarité? En fait, ce qui est très bizarre justement, c'est que dans les... Eux, ils rapportent pas non plus tous de... En fait, c'est très hétérogène par rapport à la scolarité. C'est vrai que j'ai pas détaillé, du coup, si tu veux, je t'enverrai ma thèse, parce que là, j'ai juste donné les titres, mais sans dire le contenu. En gros, par rapport à la scolarité, c'est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y en a 2-3 qui vont dire qu'ils ont été harcelés en cours. Il y en a qui vont dire qu'ils n'étaient pas très bons en cours. Il y en a qui vont dire qu'ils étaient très bons. Il y en a qui vont dire que c'était moyen. Et en fait, il n'y a rien qui ressortait par rapport à la scolarité. Et le seul truc qui ressort, c'est que ça se manifeste par le fait de ne plus aller en cours et qu'ils font un lien entre des symptômes physiques et le fait d'aller en cours. Mais c'est juste ça. D'où l'idée aussi de parler de syndrome, c'est sur le fait qu'on parle d'un problème avec la scolarité, mais en fait ça se manifeste par rapport à ce qu'ils vivent. Enfin, la vie d'un adolescent ou d'un enfant, c'est d'aller en cours. Mais finalement, ça serait aller à un boulot, je pense que ça serait exactement la même chose. Ça ne serait pas forcément le fait du lieu scolaire. En tout cas, moi, j'ai rien retrouvé qui ressortait du lieu scolaire. Mais cette dimension physique, cette dimension physique, ça, c'était finalement quelque chose de récurrent dans une expérience partagée, finalement, dans une perspective un peu presque sensorielle. Oui. Il y a cette idée que ça s'inscrit dans le corps, dans un presque refus du corps d'aller à l'école. Comme si c'était le corps finalement. Après, moi, on va dire que je suis plutôt... je suis thérapeute TCC, donc moi, je le dirais plutôt dans le sens où ils ont des symptômes physiques et de stress, mais surtout physiques, et eux, ils font le lien, ils se conditionnent avec le fait que c'est scolaire, parce qu'ils font le lien que c'est arrivé au moment de la scolarité ou juste avant d'aller en cours. Mais à part, finalement, je trouve un lien très... de conditionnement de j'ai ces symptômes, ça a un lien avec les cours, un lien juste objectif. Ils font pas d'autres liens sur le fait que c'est à cause de l'école, c'est parce que je suis mauvais, parce que c'est les profs qui me font chier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois. C'est une logique anthropologique. Se saisir d'une logique pour exprimer sa souffrance, quoi, pour dire des choses. Ouais, c'est ça. Du coup, ça serait un peu ça. Bon, en effet, ça... C'était quoi ta tranche d'âge déjà? C'était 12-18. Et tu repérais des classes dans lesquelles c'était plus... Non. Non. Bon, après, c'est plutôt collège. Enfin, après, voilà, moi, j'avais surtout des collégiens ou des... Non, c'est pas quelque chose que tu discutes au niveau de ce qui peut être Non. apporté à la scolarité, une pensée différente qui, à un moment donné, des raisonnements différents qu'on te demande... Non, moi, j'ai rien repéré de ça. Non, il y en a... Et tu trouves que tu es allé jusqu'au phénomène de saturation des données, quand tu faisais l'analyse finalement de l'impression Oui, il y avait... on avait un peu toujours on va dire les 6e et 7e entretiens, c'était ça. Enfin, on retrouvait ce qu'on avait déjà... on avait déjà le plan et à l'entretien, ça se déroulait comme ça. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que du coup, il n'y avait pas que moi qui ai fait les entretiens, il y avait une autre interne, parce que j'étais un peu à la bourre et qu'elle voulait aussi trouver un sujet de thèse, donc il n'y a pas que moi qui ai fait les entretiens aussi. Dans l'analyse, c'est juste mon analyse à moi, supervisée par Jordan, mais dans les entretiens, il y en a 3 qui sont faits par une autre chercheuse. D'accord. Qui va travailler avec les parents, c'est ça, hein? Et Qui devrait travailler a priori peut-être avec les parents, plus ça. J'en sais rien, après je t'avoue j'ai un peu lâché, je sais pas où elle en On est. l'a pas revu depuis novembre. D'accord. C'était Marion, je sais pas si tu te rappelles, c'était une des internes du semestre d'avant. Ah oui, je pense que je vois qui c'est. Oui, effectivement, je pense que ça vaut le coup de compléter avec le récit des parents, voir un peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense que ça enrichirait vraiment les données. Tu nous parles un peu de ta méthode alors? Comment tu as... Oui, enfin, c'est pas vraiment. On va dire que c'est plutôt des conseils pratiques, on va dire. Ah, mais du coup, il faut que tu rechanges pour. On voit ça, Donc, ça, c'est la méthode en transat.
Prendre son temps. Genre, on peut aller voir si Michel est en pantalon, sinon je... Ah ouais? Bah vas-y. Ah oui, tu vérifies si j'aime les tongs et si j'aime les médias. C'est ça. Non, après, vraiment, c'est des petits trucs, hein. Mais ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur aussi faire des bons choix à l'origine, de ne pas vous embarquer dans un sujet de recherche trop compliqué tout de suite, et que c'est quand même à ces moments-là où enfin moi je pense qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied et choisir un bon directeur de thèse qui sait ce qu'il fait, qui connaît les méthodos, qui a un potentiel pour vous aider à recruter des participants s'il y a besoin, et qui sera présent, parce que quand même ça change beaucoup quand même d'avoir un directeur de thèse qui est présent, qui vous aide, ou un directeur qui vous dit débrouille-toi et qui se réveille un mois ou 15 jours avant le rendu et qui vous dit ah bah t'en es où. Bon, ça c'est un petit conseil pratique. Je pense que ça dépend de chaque personnalité. Et ça dépend de chaque personnalité. Parce que je peux dire que des gens qui ont très mal vécu les encadrements trop forts de certains. Oui, mais après ça dépend de l'encadrement. Ouais, mais disons que trop d'encadrement, ça empêche de penser aussi. Empêcher de penser, ça fait Oui, voilà. Après, moi, je vous parlais de mon expérience personnelle. Donc, mais en tout cas, l'idée, c'est de trouver ce qui vous correspond. Du coup, voilà, de trouver un sujet qui vous parle. Moi, je voudrais faire aussi attention à ce que ce soit pas trop polémique, pas trop politique. En tout cas, de faire attention, parce que c'est vrai que sinon, et aussi dans les choix, parce que je sais pas si tu te souviens, c'était, je me souviens plus, mais il y avait une des étudiantes qui avait un sujet, et du coup, c'était compliqué. Mais je me souviens plus. Ici, je crois, je me souviens d'une réunion où on disait fais attention de ce que tu veux dire et avec qui tu vas le dire. C'était pas la fille qui bossait avec les mêmes? C'était Marie, je crois, Marie Bourguin, il me semble. Mais voilà, là aussi, du coup, de faire aussi attention là où vous voulez aller, si on va vous taper dessus ou pas. Après, là encore, comme dirait Jonathan, ça dépend de ce que vous recherchez. Donc du coup voilà, après voilà, donc du coup de choisir après quel est le type d'étude. Donc là l'idée c'est de partir plutôt sur du qualitatif. Voilà, on a aussi parlé moi j'étais parti sur du qualitatif, après on m'a dit que c'était plutôt du narratif. Et c'est de bien suivre aussi le fil par rapport à ça. Ce qui peut être aussi important par exemple ce que tu disais Martin sur voilà, quelles sont les personnes auprès de qui je vais faire mon étude, avec qui je vais faire des entretiens et quelle est la faisabilité. C'est sûr que si toi tu t'y mets un mois avant de partir ou une fois que tu es parti, que tu es rentré chez toi pour refaire des entretiens à Paris, enfin voilà, c'est des questions qui me semblent importantes. Bon après voilà, la méthode, la temporalité, bien faire gaffe, mais là encore. Sinon, bon voilà quoi, faire une revue de littérature, ensuite le plan d'un article, donc ça vous connaissez. De ne pas oublier les comités d'évaluation d'éthique, parce que c'est vrai que nous, ça a pris du temps en fait. On pensait que ça passerait vite, mais en fait, ça a pris plusieurs mois entre le moment d'écrire, de l'envoyer, d'avoir de la réponse, et en théorie, on n'est pas censé commencer sa recherche tant qu'on n'a pas l'accord du comité d'éthique. Alors ça, c'est une question qui est fondamentale pour les recherches sur les patients, qui n'est pas encore, pour l'instant, mais ça va peut-être devenir pour des recherches sur les population générale. C'est pas une question que je te pose. Quand tu as un statut de médecin, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas des recherches sur les patients, tu es quand même un peu soumis à ça. C'est quand même psychiatre, c'est quand même des sujets qui parfois Et puis tu fais des enregistrements, donc normalement tu devrais aller au CNIL et tout ça. Bon, a priori, de ce qu'on me disait, c'est si on passe par le CERB, on n'a pas besoin de passer par le CNIL. Alors c'est tout comme ça que ça marche. Enfin, c'est ce que tu me disais, non? Pour bien simplifier la clé. Bah, C'est une nouvelle méthode, il faut le faire. Qui date de quand, du coup? Enfin, je sais pas, ça faisait un moment que j'avais pas redéposé le dossier. Maintenant, les comités d'éthique prennent plus de dossiers, ils ne sont pas passés par là. D'accord. Bah, nous, on l'avait posé en février-mars de l'année dernière, donc ça a dû se faire entre. C'est possible. En tout cas, c'est la démarche maintenant. C'est assez simple. Hein. Tu envoies un texte. Oui. Simplifié, à la CNIL, tu mets juste ton titre, les auteurs, le lieu, etc. Faut pas se planter de case, faut bien mettre un simplifié parce que sinon, de toute façon, tu as remarqué pour 2 ans.
simplifié, si tu n'as pas répondu dans les 48 heures, ça veut dire que c'est bon. Ah oui, d'accord. Donc c'est hyper simple. Et donc du coup, voilà, dedans, nous, ce qu'on avait mis dans la demande au comité d'éthique, comme c'était des ados, les livrets d'information. Donc ça aussi, c'est des choses à préparer en amont, les livrets d'information pour les parents, pour les ados, les formulaires de consentement. Après, d'un point de vue très pragmatique, hein, pour comment faire si vous faites votre étude dans un service, voilà, de bien donner à l'avance les livrets d'information pour que les gens soient au courant quand vous allez débarquer, essayer au maximum de prévoir les rendez-vous parce que c'est des moments où vous allez vous dégager du temps pour venir, et s'il n'y a pas d'adolescence, personne n'est au courant, vous êtes dégagé du temps pour rien, ce qui est du vécu. Et encore moins pas trop, ça va. Pensez à solliciter régulièrement les gens. Ouais, c'est du... Voilà, bien récupérer, il faut récupérer les coordonnées pour envoyer les demandes d'informations. C'est quand même du boulot, donc tout ça pour vous dire que là, mais bon, après vous, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, puisqu'on a des impératifs administratifs qui nous ralentissent. Donc bien penser à tout ça. Voilà, prévoir une salle. Moi, ce que je vous conseille, et ce qui marche bien du coup aussi pour créer une certaine alliance, pour que la discussion s'installe bien, c'est de bien repréciser, quand vous voyez la personne interviewée, de bien repréciser voilà, qui vous êtes, dans quel cadre vous le faites. Moi, je relisais les formulaires de consentement avec eux, leur redemander s'ils ont des questions, tout ça, parce que aussi tu montres que c'est pas juste une population que tu viens étudier, si tu t'impliques aussi tu t'impliques déjà de son vécu, de comment il va vivre sa recherche. Donc, je pense que ça aide à bien lancer l'entretien. Et enfin, voilà, prévoir le matériel pour bien avoir votre enregistreur, voire même en prévoir deux au cas où, et comment faire ça, et notamment le jour de la présentation, parce que voilà, pour le jour de ma thèse, du coup, j'étais arrivé un peu comme ça, et on a dû chercher 10 minutes avant le bon câble pour récupérer, pour pouvoir projeter. Donc bien penser à tout ça. C'est mon petit côté obsessionnel qui s'est activé, je me rends compte. Donc voilà, l'enregistrement, après la retranscription. Moi, je suis passé par InVivo parce que, en fait, tu dois t'en rendre compte que ça prend énormément de temps quand même à retranscrire. Pour, je sais pas moi, pour 3 quarts d'heure, 1 heure d'entretien, il me fallait bien, je sais pas, 4, 5, 6 heures. D'autant que je suis pas très rapide pour taper à l'ordinateur. Et moi, ce que j'aimais bien dans InVivo, c'est que du coup, tu as tout au même endroit. C'est-à-dire que tu peux lancer la lecture du fichier audio, taper en même temps, faire pause, faire des retours en arrière, parce que moi j'avais essayé en faisant un lecteur audio et en tapant sur Word, et je perdais mon temps. Il y a un site internet en fait où tu peux, en fait, tu charges ton fichier audio et en fait en faisant les charges ça fait play et pause, et en faisant F1 ça fait pareil. Du coup c'est pareil. Voilà. Tu peux pas avec ta souris avec pause sur la LCD et aller chercher sur Word. C'est ça, donc bien voilà. Ouais, ça s'appelle transcript. Sauf que tu es obligé d'envoyer le fichier son sur le net. Ouais, mais en fait ça ne charge pas, en fait ça lit juste, parce que quand tu recharges la page c'est plus le fichier, c'est juste un lecteur en fait intégré à ton compte. Et t'as ce genre de logiciel aussi là. Ouais, on avait. Je peux les remettre. Tu avais les liens pour Dragon, je sais pas quoi là. Alors, Dragon, c'est pour dicter. Oui. Mais il y avait un truc qui s'appelle Express Scribe, qui est un petit logiciel gratuit qui permet de faire ça. Justement, tu peux configurer la touche qui met play, pause, etc. Et c'est une commande au clavier dans InVivo aussi. Ouais, c'est un raccourci FN flèche gauche en fait. F gauche, et en fait ça te fait reculer de 5 secondes. Donc du coup, si tu as raté un mot, en fait ça te remet juste au mot. Il suffit juste. En plus, moi ce que je faisais, c'est que je ralentissais aussi la diction de quelques microsecondes. Donc au final, c'était. Parce que sur les 2 premiers entretiens, j'ai galéré à essayer de trouver des techniques pour optimiser, j'y arrivais pas, et finalement j'ai fini par acheter InVivo et j'ai utilisé ça, et en fait j'ai gagné un temps fou. Express Scribe, tu peux reculer un peu comme sur les dictaphones. Ouais. C'est vraiment, tu peux reprendre un mot, quoi. C'est vraiment super optimisé. D'accord. Je sais pas si c'est pareil sur les concepts internet. Oui, tu tapes F1 et ça c'est par seconde en fait. C'est par seconde. Ouais, Je pense que le en fait, mieux c'est quand tu fais échappe,
pause. Quand tu fais play, ça reprend juste un tout petit peu avant que ça. Ouais. Voilà, et si on a le temps, je vous montre un peu NVivo. Et ce qui est bien dans NVivo, c'est qu'en fait, à partir de ce qu'on a retranscrit, on crée les nœuds et après, c'est plus facile aussi d'organiser. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de voir et je vais essayer de le mettre pour Michel. Bon, et après, voilà, après l'idée, c'est de construire votre plan à partir des nœuds que vous avez trouvés et commencer la rédaction. Bon, voilà, après ça, c'est... Et réfléchir à la discussion, moi, c'est aussi ce sur quoi j'ai galéré et c'est aussi ce qui me faisait peur et qui faisait que je procrastinais, c'est que je ne sais pas comment on discute un article, donc ça aussi, ça prend du temps. Pas attendre la dernière minute. Je ne sais pas si tu vois d'autres trucs pratiques, déjà qui te viennent en tête, Jonathan ou Michel, comme petit conseil. Tous les jours, mais je veux bien que tu me montres un peu. Ah, tu vois ou pas, Michel? Ouais. Oui, je vois très bien. La maison, la piscine. Parce que je ne sais pas comment te le mettre. Je vois pas si je mets en plein écran, mais... Il faut faire de la recopie vidéo, je pense. C'est FN plus ça. Là. Ah oui, parce que je suis sur étendre, dupliquer. Ouais, dupliquer. Ah bah voilà. Tu vois? Ouais, je vois, je vais me déplacer pour voir un peu mieux. Non, je ne suis pas en short. Vous allez travailler en short pour le monde de la réunion. Et je sens qu'on va se décider un peu Bah du coup, on t'entend moins bien. Du coup, ouais. Ça avait l'air intéressant. Je crois que c'est tes fesses qui parlent au micro. Non, mais Ah, très bien. le fait que je ne vienne pas habillé en short, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus intéressant. Donc, du coup... juste, c'est pas le bon truc. Il est pas en short, hein. T'as une belle salle quand même. Hein. Ça. J'ai une belle salle. Et c'est où Et d'ici, enfin là c'est la nuit, mais on voit la mer au loin. Et t'es au Mais là flamboyant c'est la nuit. T'es au flamboyant ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Je suis au CHU de Saint-Pierre. Donc du coup, en fait, on peut avoir du coup sur le même fichier tous les entretiens. Donc c'est dans source. Du coup, du coup, vous avez les prénoms des ados, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, les 7. J'ai du coup accès sur le même fichier, du coup, sur le même logiciel, accès à tous les entretiens et en plus on peut les mettre de côté. C'est-à-dire que là, hop, j'ai le premier là. Si je veux regarder un truc sur celui d'à côté, hop, je l'ai directement. Là, du coup, c'est un deuxième fichier que je m'étais fait où il n'y a pas les enregistrements audio, mais on peut mettre finalement sur le verbatim, juste au-dessus, on a accès à l'enregistrement audio. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à transcrire et ça, c'est pas mal. Et en fait, en pratique, c'est une fois qu'on a notre texte, par exemple, si tu veux coter la question de l'âge, quand il dit « j'ai 14 ans », tu sélectionnes « j'ai 14 ans » et en fait, tu vas dans « encoder » et tu mets « âge ». Et en fait, comme ça, tu as créé ton nœud, un nœud. Et donc, à chaque fois que tu vas retrouver des éléments où le participant parle d'un âge, de la question de l'âge, à chaque fois, tu vas coder ça. Et au final, tes nœuds, par exemple, là, ils sont déjà classés, mais par exemple, sur le nœud l'épuisement, au bout d'un moment, tu as accès, du coup, de manière transversale, à tout ce que moi j'ai codé dans l'épuisement et du coup sur tous les participants. Donc là, c'est ce qu'a dit la première, ça c'est ce qu'a dit la deuxième, ça c'est ce qu'a dit la troisième. Donc du coup, en fait, ce qui est vachement bien, c'est que pour chaque entretien, du coup, tu as une vue aussi sur tout ce qu'ils ont dit, le nombre de fois où c'est revenu, et tu as une vision aussi transversale de combien l'ont dit et tout ça. Après, tu peux faire des tableaux, des matrices, mais là-dessus, moi, j'ai pas fait la formation, donc j'ai pas très bien compris, et puis du coup, j'avais l'impression que c'était plus faire du quantitatif que du qualitatif. Donc, je m'y suis pas trop intéressé. L'autre avantage pratique, c'est qu'une fois que tu as fait tes nœuds, si tu veux faire ton plan, ouais, tu peux le faire ton plan directement sur NVivo. Donc, tu fais une hiérarchisation, tu fais des arbres. Et du coup, moi, j'ai fait mon arbre comme ça. D'accord. Ça, c'est une présentation très rapide. Hein.
Moi, je trouve que ça demande des capacités d'interprétation rapide, de construction, d'interprétation extrêmement importante en fait. Moi, quand je code toujours au début, quand je lis mon texte, je vais taper âge et puis après je vais taper je sais pas, maturité ou je sais pas quoi, et puis un truc, des mots assez proches mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes et que je vais coder, que je vais mettre en même temps à la fin. Et finalement, moi, quand j'ai eu fait ça, ça me donne, j'avais 200 codes, 200 nœuds, et ça m'a demandé un boulot fou de les retravailler. Ouais. Après, rien ne t'empêche de, sur un élément, à donner plusieurs nœuds. Ouais. Sur 14 ans, tu peux mettre âge, et ensuite le nœud, maturité et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça demande beaucoup Mais de boulot. ensuite, sur les différents nœuds, tu peux regrouper les différents nœuds pour créer justement un système comme ça, un oui. peu d'arborescence. Ça, c'est ce que tu expliques. C'est ça. C'est qu'au final, si tu veux, j'essaie de retrouver un où c'était moins construit. Au final, oui, en fait, je regroupais mes nœuds que je trouvais similaires. Je les mettais je créais un nœud supra où je mettais, je sais pas, je mettais n'importe quel titre et je les mettais ensemble. D'accord. Tu vois, donc je mettais du coup 4 nœuds sur le même, du coup comme arborescence d'un nœud qui serait au-dessus, même si je savais pas à l'époque comment je le nommerais. Et les nœuds, tu les crées au fur et à mesure que tu lis ton Oui. Tu dis, ah tiens, ça je vais. Je lis ça me fait penser à ça. Quand ça ressort plusieurs fois. Il y en a qui ressortent une fois. Donc, faut pas que tu penses que ce logiciel t'aide à coder. C'est vraiment juste une t'aide à structurer. Ouais. À récupérer des données. Parce que ça, c'était la question que j'ai eue du coup à ma thèse d'une BU qui ne connaît rien en qualité. Donc du coup, le logiciel, il a tout fait. Ah non, j'aurais bien aimé. Mais non. C'est toi qui les crée, qui les pointe. Non, c'est plus une forme de mise en page finalement de codage. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même un risque à limiter un peu ta pensée, dans le sens où là, tu as une page, il y a plein de moments où tu fais une périphrase, parce que tu ne sais pas à quoi ça correspond, ça te semble important, Oui. et tu es quand même limité par le fait que c'est un petit endroit en bas et que tu vas avoir du mal à... tu vas être tenté de déjà catégoriser, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que quand tu fais un niveau, il te manque une étape en fait. Parce que la façon dont j'ai utilisé le niveau après, une fois que j'ai vu un peu, c'est une fois que tu as fait une première truc manuel, je vois ce que tu veux dire. tes codes. En fait, ça facilite une fois que tu as déjà ton pré-plan, c'est ça. Tu rentres tes codes, mais ça demande double travail. C'est pour ça que c'est un peu. Que j'ai pas encore réussi moi, à trouver une façon de Mais c'est sûr que là où tu gagnes aussi énormément de temps, c'est une fois que tu as à peu près ton plan. Tu vas relire tous les entretiens et tu sais sur quel nœud tu vas le mettre directement. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu gagnes énormément de temps. Et en plus, du coup, comme je te le montrais, ils sont tous, tu as le nœud, tu as tous les verbatim de tous les adolescents par rapport à celui-là. Et après, dans la question de quel verbatim je choisis, c'est hyper facile. Je les ai tous imprimés et après, je lisais et je me disais, lequel illustre pour moi le mieux, lequel m'a fait penser à ça. Ça, c'est évident que dans les étapes que je pouvais faire avant oui. le niveau, tu avais la première étape où tu faisais tout à la main, et puis après, forcément, à un moment donné, tu étais obligé d'utiliser Word, et après faire des copier-coller. Mais pour aller dans ton sens, j'ai fait ça. En fait, j'ai imprimé les entretiens, et je les ai codés à la main pour ensuite le retravailler sur une. Après, ça, c'est la flexibilité cérébrale de chacun. J'ai codé à la main, puis je l'ai remis dans une pivot, et puis après. Oui, mais après, dans le travail d'organisation, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Mais après, c'est comme ça que moi j'ai vu. Mais du coup, après, pour organiser, tu vois, j'avais. Parce que si on revient un tout petit peu sur le cambouis du qualitatif, là, la première fois, en fait, une lecture un peu globale de ce que tu lis pour essayer finalement de saisir quelque chose de l'expérience de ce que toi tu vis en tant que chercheur, la fameuse subjectivité du chercheur. Là, du coup, dans InVivo, tu as l'impression que ça aussi, c'est quelque part, il y a une place pour cet aspect-là, pour pouvoir faire une espèce de analyse de comment toi tu as ressenti, perçu, dans la perspective un petit peu phénoménologique. Là, ça, c'est à côté. Enfin, moi, j'ai envie de te dire que moi, je l'ai fait à côté sur une feuille. Jordan te dirait que lui, il le met sur un fichier Word. Après, si tu veux, tu peux créer une note. T'as des trucs qui s'appellent les mémos qui sont. T'as un mémo, ouais. Créer, tu fais un mémo.
tu fais un mémo et tu dis, ah bah tiens, je pense à ça. Mais oui, c'est pas intégré dans les sources, dans les nœuds, ça. Tu as plein de façons de faire, hein, mais effectivement, les mémos, c'est tu peux mettre à un endroit du texte, hein, qui peut se référer à un endroit du texte. Ce ne sera pas dans les nœuds, si tu veux, c'est vraiment une note indépendante. Donc ça peut faire office de ça, et pour vraiment tout ce qui va être de tes propres réflexions, tu crées un fichier à côté. Hein. Tu peux tout à fait associer. Et que tu peux même analyser avec tes nœuds après. Hein. Si tu es un vrai anthropologue et que tu analyses ton propre transfert de manière qualitative, tu peux l'intégrer. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu as tout sur le même fichier là. Du coup, je regarde, en fait, tu vas dans source et tu vas dans mémo et tu retrouves ce que tu t'es marqué. Mais bon, ça peut. Et du coup, juste pour illustrer par rapport au. Si j'y arrive. Source. Élément interne. Par rapport au texte. Par rapport au verbatim. Enfin, à la retranscription, pardon. Du coup, ça donne ça. Tu fais cliquer pour modifier. Tu choisis à la minute où tu en étais. Tu fais lecture, t'entends. Et ensuite. Voilà, t'entends rien, Michel. Mais du coup, t'entends. Et en fait, tu peux taper en même temps. Tu peux mettre là et tu tapes ce que tu entends. Et tu peux faire pause, retour en arrière. Enfin, voilà. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Finalement, si dans les options de data visualisation, si finalement tu as juste cette arborescence que tu es en train, tu peux faire, je sais pas, quelque chose comme cette espèce de, je sais pas si tu vois un peu les mind maps, comment ça marche, enfin mind map ou d'espèces de bulles que tu fais, que tu relis, parce que finalement, là aussi c'est un peu l'expérience de codage sur du papier. Je trouvais que ce qui était pratique, c'est de pouvoir soi-même faire une espèce de schéma que tu gribouilles. Non, enfin, je crois que tu peux lui demander que lui t'en fasse de manière statistique. Il peut te faire des arborescences, il peut te faire des matrices et tout ça. Mais honnêtement, moi, j'ai rien compris. J'ai pas trop perdu de temps à essayer de comprendre. Après, sur la question de est-ce que je peux le faire moi-même, j'ai pas eu l'impression. Mais là encore, je n'ai pas fait la formation. Je vais brancher un truc. J'avais. Si j'ai ma clé. Il y en a une là, c'est pas tout. Ah bah si, mais putain. J'avais fait 2-3 captures d'écran d'un truc que j'avais fait. Faut que je le retrouve quelque part, mais. En fait, tu peux associer à tes. Attends, si je fais deux choses en même temps, j'y arrive pas. J'ai envie, les femmes qui arrivent à faire deux choses en même temps. C'est bizarre ton pad là, j'ai du mal à. Sinon, il y a la souris, je pense. Ah, mais c'est ta souris? D'accord. Ça sera plus simple. Alors, Master 2, je pense que j'avais fait. En fait, tu peux associer à chaque personne, à chaque participant ou à chaque entretien, ou peu importe, tu peux créer des participants, tu peux créer ou les associer à des entretiens, un certain nombre de données, de caractéristiques, par exemple démographiques, pour donner un exemple. Imaginons que tu interviewes Imaginons que tu interviewes des adolescents déscolarisés et puis d'autres qui ne le sont plus. Et que tu as envie de voir un peu les différences. Je ne suis pas sûr que c'est bon celui-là, mais je vais essayer de voir. Ouais, si c'est ça. Et ben, tu vas pouvoir associer, par exemple, donc, on va la donnée qui va être déscolarisée ou non déscolarisée, et puis tu vas pouvoir associer tous les verbatims, tu vas pouvoir sortir les verbatims uniquement de ceux qui sont déscolarisés, par exemple. Donc ça peut
ça peut être intéressant pour des études qualitatives. Après, tu peux tout faire sur le plan statistique, donc tu peux vraiment faire varier les choses de manière très importante, mais c'est moins intéressant en qualitatif. Ouais, donc c'est plus des espèces de... Là, on est plus dans des méthodes un peu mixtes. Voilà, ouais. Bon, ça, c'est... tu vois, c'est ça, les gestions de données, là. Ok. Là, ce que j'avais mis... Attends, Ouais, tu vois, c'était un exemple, Homme, c'était sur, femme. tu vois, homme, femme, etc. Donc ça te donne ça, et puis si tu les associes correctement, si tu te plantes pas, c'est un peu compliqué à faire une fois que tu as compris. Ça, c'est le nombre de références par nœud, tu vois. Hein, donc, Ça, par contre, ça, c'est pas mal. En effet, c'est que quand tu as l'impression qu'un nœud il marche bien, il te dit assez rapidement quand même si tous les participants ou pas, combien de participants ont ce nœud-là et combien de fois c'est référencé. c'est ça. Tu as le nombre de fois que le nœud est référencé, le nombre d'entretiens dans lequel tu le Et retrouves. du coup, tu peux même faire un tableau du coup, de tous les nœuds pour voir qui les cite et combien de fois. Et du coup, comme ça, je trouve ça c'est pas mal parce qu'on ne fait pas du quantitatif, mais ça sert un peu de garde-fou pour être sûr qu'en tout cas, si tu trouves que ça c'est important de le citer, qu'au moins quand tu vas le citer, tu vas dire il n'y en a que 3 qui l'ont dit, mais c'est un résultat intéressant. Tu peux voir aussi, alors tu peux le voir d'une autre manière, mais déjà là sur la numérique, tu peux voir a priori quels sont les thèmes qui se superposent. Tu vois, par exemple, tu as les thèmes sur la gauche, là, qui sont sur la droite, qui sont les traits. Alors, ça veut dire que la partie qui est en rapport du texte, en rapport avec le trait violet, là, tu l'as codé à dancing. Ça. Donc si la même partie tu l'as codé à bowling, dancing, machin, tu vas pouvoir faire un peu des liens entre les thématiques. Ça peut t'aider un petit peu. Non, c'est bon, je vois. Et puis, alors c'est après, ça c'est l'analyse. Ça c'est l'analyse de vidéo, de photos ou de vidéo. Tu vas pouvoir aller sélectionner une partie de ta photo. Tu sélectionnes un morceau, ou alors ça c'est la vidéo, donc c'est dans le temps de ton entretien. Tu vas pouvoir coder directement sur le son. Tu peux taper des morceaux de texte comme il a fait, et après, ou alors coder directement un morceau de l'image. Hein. Ça, je crois que c'est un morceau d'image, tu vois, entre le pixel temps et temps. Donc si tu vas cliquer sur la région, ils vont peut-être mettre l'endroit. Tu la rapportes à telle interprétation. Ok. Ça c'est toi, ça c'est par exemple, j'avais fait un petit test, j'avais toutes les études, c'était une métasynthèse, donc c'était des études de différents endroits, et puis tous les thématiques que j'avais trouvées, et puis je regardais dans quelles thématiques étaient bien distribuées en fonction des pays. J'avais mis les pays. Est-ce que toi, la métasynthèse, tu la faisais sur NVivo? C'est celle-là que j'avais intégralement écrite dans NVivo en fait. J'avais transposé tout ce que j'avais fait, mais dans NVivo. Et ça, de la même façon, tu peux mettre les PDF. Donc en fait, tu peux analyser tes PDF quoi, dans NVivo. D'accord. Ah, donc t'es très NVivo alors, Jonathan. Je te connaissais pas, je t'avais pas très NVivo. Et tu vois, par exemple là, ça c'est la couverture en pourcentage. C'est-à-dire que ton thème communication, il fait pas beaucoup de pourcentage de cet article-là. Bon là, j'ai pris des petits parce que dans un article, il y a énormément de choses qui servent à rien, quoi, en fait. Qu'on code pas, quoi. Toute la méthode, on va pas la coder. Mais après, peux-tu hiérarchiser alors ça, c'est des choses que j'ai pas fait moi-même, que j'ai trouvé sur Internet, mais tu peux faire ça avec une vidéo. Ah. Tu vois? Ah oui, d'accord. Non, là, je vois rien. Enfin, tu vois que tu vois rien, mais tu peux faire ça aussi. C'est peut-être ça que tu cherchais un petit peu. D'accord, non mais ça c'est typiquement le genre de gribouille, si c'était ça que je me posais la question, parce que ça c'est le genre de gribouille que moi je faisais à la main, tu vois. Et je trouvais que c'était assez parlant, en tout cas chacun Tu fais ce que tu veux avec la main. De manière dont les différents... Ouais, mais ça je crois que du coup c'est généré automatiquement et je suis pas sûr que tu puisses le faire après tu peux faire ça, tu vois. Parce que par rapport à la question que tu posais, par rapport à la question de la discussion, la discussion est aussi dans une démarche un peu inductive, mais je trouve que justement pour la discussion, finalement, se représenter les résultats sous forme un tout petit peu graphique et voir, alors peut-être dans une perspective un peu narrative, comment est-ce que tu peux raconter, finalement, donner une espèce de trame logique à tes résultats, tout en les articulant avec des articles d'une revue de la littérature que tu aurais fait dans
Bon, voilà, En tout écoute. cas, moi, c'est comme ça que je veux faire. Ouais. Ok. Bon, on va s'arrêter là.